Vous pouvez applaudir Louis Pouzin. Parce que sans lui, sans doute, Internet n'existerait pas aujourd'hui. Qui le connaît en France? Qui le reconnaît en France? Pas grand monde. En revanche, la reine d'Angleterre lui remet le prix de l'ingénierie. Avec qui? Avec Vinton Cerf, avec Bob Kahn, avec Tim Berners-Lee, avec Marc Andreessen, pardon. Donc, les grands pionniers d'Internet. Et Louis Pouzin, la France l'oublie, pas le FIC. Le FIC n'oublie pas Louis Pouzin, c'est pour ça que ce matin, je lui ai demandé de bien vouloir ouvrir cette table ronde, cette plénière sur la dimension européenne. Je le remercie, rappelons-nous, réseau Cyclades, les années 71-75, alors qu'il avait inventé le datagramme, alors que tout était parti pour que la France soit une France connectée avec un réseau Internet qui lui soit propre. Eh bien, on a abandonné, on a coupé les vivres pour le Minitel. Belle opération de tir dans les pieds, et c'est comme ça qu'on a pris beaucoup de retard, qu'il a fallu attendre les années 2000 pour qu'on le rattrape. Merci Louis Pouzin d'être parmi nous. 15 minutes, 20 minutes de keynote, et vous avez la place ici, et je vous remercie de votre intervention. Petite page de publicité, nous remettrons le prix du livre cyber sur le stand du Furet du Nord à 11h30, à Olivier Hitt et à nous pour son livre digital quand le digital défie l'état de droit, et à Philippe Trouchot pour cybersécurité au-delà de la technologie. Merci, applaudissez Louis Pouzin. Mesdames et messieurs, bonne journée. Le titre, je ne sais pas où il est, je ne sais pas s'il a paru, c'est l'Europe numérique, c'est maintenant. Et vous allez voir pourquoi. Vous avez tous entendu dans les conférences précédentes, quand vous faites le tour des stands, c'est que, d'une part, le futur immédiat est imprévisible avec Mr. T. D'autre part, dans l'informatique maintenant, les vols de données, la revente, la diffusion, le rançonnage, l'espionnage, tout ça, c'est partout. Nous sommes tous espionnés en permanence. Tout ce que je dis en ce moment doit être enregistré dans l'Ohio, dans la NASA. Et puis, par ailleurs, aux États-Unis, par exemple, si vous avez un site qui est sous le contrôle américain, c'est-à-dire il est géographiquement aux États-Unis, ou bien il est dans des appareils de sociétés américaines, il suffit qu'un citoyen américain se plaigne que vous lui faites concurrence, que vous lui avez volé des informations, eh bien, on va fermer votre site, hein, et ça peut durer 1 an. Oui, quelle saloperie. Et si vous avez du personnel qui travaille aux États-Unis, qui n'est pas citoyen américain ni résident, eh bien, il n'y a pas d'habeas corpus. Hein. On peut l'arrêter sans vous dire pourquoi. Par ailleurs, les États-Unis s'attribuent un droit extraterritorial. C'est-à-dire qu'ils peuvent vous poursuivre une société américaine qui est établie à l'étranger, qui est simplement une filiale. Il y a quelque chose qui a la règle 41, Rule 41, qui, je ne sais pas si elle a été votée, mais enfin, elle était en principe, elle devait l'être. Ça donne à l'administration américaine le droit de pirater n'importe qui dans le monde s'ils estiment que c'est lié à la sécurité nationale américaine. Évidemment, il n'y a aucune limite à ce genre de définition. Alors, en plus, il y a toute une liste d'États qui sont mal vus parce qu'à un moment ou l'autre, ils étaient soit terroristes, soit ils ont joué des tours aux États-Unis, je ne sais pas comment. Enfin, disons, c'est des listes qui sont établies qui doivent dire beaucoup plus longtemps que la raison pour laquelle elles ont été établies. Alors maintenant, vous savez tous aussi que, d'après tout ce que vous avez entendu dans ce salon, que la grande majorité des attaques de données proviennent de l'intérieur de la société. C'est les personnes qui vivent dedans ou qui sont des visiteurs, etc. Et puis, évidemment, il y a aussi les attaques extérieures, et ça, il y en a pas mal. Et bien entendu, elles sont plus difficiles, ou peut-être moins fréquentes parce qu'elles sont plus difficiles. Mais en tout cas, personne n'est à l'abri de ça. Il y a maintenant des organisations de hackers internationaux, liés ou non à des États, mais qui sont d'excellents professionnels, qui ont pratiquement tous les moyens de
pénétrer n'importe quel système. Si vous n'avez jamais été pénétré, c'est parce que probablement vous n'avez pas d'intérêt pour eux. Donc c'est comme ça. Alors que faire? Alors oui, il y a les DDoS aussi, vous savez, ça c'est à la portée de tout le monde. Il y a les logiciels nécessaires pour faire ça, ils sont disponibles sur le net. C'est le principe, ça asphyxie un système parce que on l'attaque avec des millions de messages qui arrivent, c'est-à-dire qu'il n'a pas la bande passante pour réagir, et ben, il est mort. Voilà. Alors ça, c'est à la portée de tout le monde, et avec les objets, ça va devenir épouvantable, parce que la plupart des objets n'ont pas vraiment été testés du point de vue de leur sécurité, et la plupart sont faits dans les usines asiatiques, hein, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Donc il faut s'attendre à une volée de problèmes de cette sorte. Donc, il y a des logiciels de protection, ben oui, il y en a partout ici. Tout le problème, c'est comme les médicaments. Et ça peut marcher si on sait s'en servir, et puis ça ne marche que pour certains types de maladies, c'est-à-dire d'attaques ou de virus. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand il y a une situation qu'on pourrait comparer à une pandémie? Vous savez, quand il y a Ebola, par exemple, en Afrique, quand il y a le SARS en Chine, ben, on ne sait pas très bien où est la limite. Alors, toutes les personnes qui ont été plus ou moins en contact avec les lieux où ça se passe, bien, on les met sous protection, ou en tout cas sous examen, etc. Donc, je crois qu'il y a une certaine similarité entre les pandémies et les systèmes informatiques à l'heure actuelle. Sauf qu'on s'aperçoit maintenant que c'est mondial. Ce n'est pas limité à une région particulière, loin de chez vous, quoi. Donc on est tous sous la protection, peut-être sur l'attaque, sous la menace de cette pandémie. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, d'habitude, on crée des zones de protection ou des périmètres de sécurité, si vous voulez. Vous direz, bon, ça, on ne sait pas faire ça, c'est trop compliqué. Eh bien, les Chinois l'ont fait. La Chine, depuis 2005, a un réseau complètement indépendant des États-Unis. Et ça marche assez bien. Il n'y a pas que du logiciel, bien sûr. Il y a aussi beaucoup de policiers chinois. Mais n'importe quelle est la raison, le fait est que si on veut créer une zone de protection, un pays comme la Chine l'a fait, ça veut dire que c'est quand même pas n'importe quel pays, des très grandes distances géographiques à parcourir, multiplicité de langages et de pouvoirs. Donc c'est faisable à une échelle plus réduite. On dirait, mais c'est une échelle plus réduite, c'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de communication avec le monde. Ben oui, c'est vrai. C'est vrai, donc il faut beaucoup plus d'efforts pour se protéger. Mais il y a quand même, on peut échanger de l'information pour, si on ne peut pas tout protéger, avoir des rapports avec des voisins avec qui on est en confiance. Alors, la protection, souvent, ça commence par le nommage, hein, parce qu'on ne peut atteindre quoi que ce soit dans l'Internet que si on a une adresse, un URL, enfin quelque chose qui permet d'arriver dans la proximité des données qu'on veut obtenir ou qu'on veut perturber. Alors donc, si on ne veut pas être soumis, si on ne veut pas être menacé par ça, ça veut dire qu'il va falloir protéger ces données, les mettre en lieu sûr. Je suppose que vous êtes tous comme moi, c'est-à-dire que vos données ne sont pas du tout en lieu sûr. Dès que vous vous servez d'une messagerie genre Gmail, par exemple, bien, vous n'êtes pas du tout en lieu sûr. Vous êtes, pour dire, presque à la vue de tout le monde. Donc, je crois que rapatrier ces données dans des lieux sûrs, c'est la moindre des choses qu'il faut faire si on veut avoir des chances d'échapper à la surveillance. Alors ça, c'est des précautions, on pourrait dire, banales, mais pas aussi banales que ça, parce que c'est facile à dire, mais un peu plus compliqué à mettre en œuvre. Hein, parce que tant que ce n'est pas réflexe dans la vie des gens, on oublie de le faire parce qu'on est pressé, puis il ne se passera rien de toute façon. On sait très bien, on connaît tous les gens qui sont autour. Non, et en fait, c'est comme ça que les fuites commencent, quoi. Alors, le nommage, disons, dans tous les systèmes, il est souvent un peu centralisé dans un système qu'on appelle le DNS, hein, c'est un Domain Name System. C'est un système développé aux États-Unis. Il y a déjà pas mal de documentation sur le fait qu'il est activement utilisé pour faire de l'espionnage. C'est normal, hein, à partir du moment où toutes les adresses, qu'elles soient IP ou qu'elles soient URL, sont concentrées dans certains sites, c'est tentant
d'accéder à ce site, ou en tout cas de regarder qu'est-ce qui rentre et qui sort, et d'en faire des collections. Donc ça, c'est un point évidemment de faiblesse d'Internet à l'heure actuelle. Alors me dire, mais de toute façon, il faut bien quand même qu'on ait des registres. Eh bien oui, il faut avoir des registres d'adresses, de même que vous en avez dans votre poche. Votre smartphone a probablement un annuaire, comme tout le monde. Et puis, vous pouvez aussi avoir des annuaires dans vos appareils que vous ne sortez jamais de chez vous. Et puis, vous avez bien des banquiers qui ont aussi des annuaires sur vos comptes. Donc, il y a quand même beaucoup d'endroits où il y a des annuaires qui ne sont pas dans le DNS. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de données qui vous concernent, qui concernent votre société, et qui sont aussi à protéger, bien sûr, parce qu'elles se recoupent. Donc si on rentre par un bord, on peut petit à petit aboutir à la connaissance de beaucoup plus de données qu'on en cherchait. Alors ça, c'est quelque chose qui, je pense, va se développer. Enfin, nous l'avons fait aussi à titre limité. Vous avez vu, on a dit que j'étais président d'OpenRoute, mais OpenRoute, c'est un système c'est un DNS en fait, hein, mais il est indépendant de l'ICANN, ça veut dire qu'indépendant des États-Unis. Donc, dans une certaine mesure, il est moins accessible parce que les noms ne sont pas sur la place publique. Et ça ne veut pas dire que c'est entièrement sécurisé, il ne faut pas croire au miracle. Hein. Mais dans la mesure où c'est déjà séparé, comme les Chinois, bien, on est beaucoup moins vulnérable. Donc je pense que cette approche va probablement se développer. C'est le vieux principe de diviser pour régner, hein, c'est tout, on n'a pas inventé autre chose. Alors comment faire ça dans la pratique? Eh bien, on peut dire il faut le faire au niveau de l'Europe. Oui, parce que dès qu'il y a un problème, on dit l'Europe devrait faire ceci, cela. Bon, il n'y a pas une Europe, il y en a 27. Alors avant qu'ils soient tous d'accord, il faut se passer 5 et 10 ans. Donc c'est très bien pour établir des textes qui seront valables pour plus tard. Mais quand il y a urgence, ce n'est pas la bonne méthode. Quand il y a urgence, je crois qu'il faut commencer de manière modeste. Il ne faut pas espérer subitement rassembler une grande foule de gens qui sont d'accord avec vous, au moins peuvent être d'accord avec vous sur des textes fumeux qui ne disent rien. Mais si vous voulez des textes qui permettent d'agir, il faut commencer avec les gens que vous connaissez, ce qu'on appelle souvent dans la rubrique, c'est des coalitions, n'est-ce pas? Il faut faire des coalitions de gens qui vont travailler ensemble et qui petit à petit vont faire le modèle pour les autres. Un autre système qui est en cours de production, mais qui n'est pas encore commercialisé, je le cite quand même parce que je le cite partout, c'est RINA, Recursive Internet Network Architecture. Ça a été développé en partie à Boston il y a 10 ans, et maintenant ce sont des projets européens qui permettront d'avoir un Internet où les informations qui sont intéressantes sont complètement virtuelles, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas accessibles normalement de sociétés ou d'individus qui n'ont pas accès. Alors ça, c'est dans 2-3 ans qu'on pourra en tirer usage. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Évidemment, et il faut faire comme souvent on va vous le conseiller, pour former des spécialistes, mais ça va prendre un certain temps. Il faut éduquer les enfants et aussi les adultes, ça va prendre un certain temps. Donc ça, c'est une culture de l'hygiène. L'hygiène, ça ne vient pas naturellement. Il faut s'y former. Et on dirait un autre type de situation, c'est les incendies. Par exemple, la protection contre les incendies, on a fini par dire il faut des pompiers. Par exemple, la forêt des Landes, quand j'étais très jeune, tous les étés, il y avait d'énormes incendies. On a mis des coupe-feux, on a mis des tours de surveillance, on a mis des centres de pompiers pour les éteindre, etc. Puis maintenant, il n'y a plus d'incendies dans les Landes. Hein. Donc, toutes ces choses-là, ça prend un certain temps, mais à un moment, il faut démarrer. Il ne faut pas attendre de faire des accords au niveau international pour que ça soit mis en place. Donc, c'est ce que je recommande à tout le monde, c'est il faut se prendre par la main et il faut monter des opérations avec des gens qui sont d'accord avec nous. Il n'y en a peut-être pas beaucoup au départ, mais c'est comme ça qu'on avancera. Et en Europe, je crois qu'on peut commencer par peut-être essayer au niveau de certains pays, certaines régions, certaines villes, n'importe quoi, enfin, tout ce qui peut constituer un minimum de pouvoir et de richesse et de détermination, ça peut servir de base de départ. Merci de votre attention.